l'entrée de ces tables rondes était libre, mais qu'on fait appel, si possible, à une souscription pour couvrir les frais d'organisation, de communication et pour soutenir le travail qu'on essaye de faire et qu'on ne trouve pas complètement inutile. Bon, voilà, donc vous pouvez souscrire sur place ou souscrire via le site par un système de versement en ligne. Voilà, je passe la parole donc à Camille qui va nous conduire cette table ronde. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui pour interroger la fin de la France-Afrique aujourd'hui. Je suis chargée de campagne pour l'association Survie. On a nos bureaux juste ici, donc on est à domicile aujourd'hui. Pour celles et ceux qui connaissent pas Survie, c'est une association qui a été créée en 1984 et qui lutte contre le néocolonialisme français en Afrique sous toutes ses formes, donc la France-Afrique. Et on milite aussi autour de situations toujours coloniales, comme en Kanaki ou à Mayotte. Et on est également solidaire de tous les peuples des Outre-mer qui réclament le droit à l'autodétermination. Euh, pour contextualiser un peu la discussion d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une définition de la France-Afrique par François-Xavier Verschaft, donc, qui est un ancien président qui a beaucoup marqué l'histoire de l'association Survie. Donc, lui décrivait la France-Afrique comme un iceberg. Vous avez la face du dessus, la partie émergée, la France meilleure amie de l'Afrique, patrie des droits de l'homme, pardon. Et puis ensuite, vous avez 90% de la relation qui est immergée, l'ensemble des mécanismes de maintien de la domination française en Afrique avec des alliés africains. Donc, il donnait cette définition-là de la France-Afrique dans les années 90. Aujourd'hui, on est 60 ans après les indépendances juridiques. Et même la France-Afrique a évolué depuis les années 90. Euh, les vieux parrains des réseaux france-africains ont disparu de la scène politique française et les mutations de ce système ont donné l'occasion à certains, et notamment dans les élites politiques françaises, d'annoncer régulièrement et de façon péremptoire la fin ou la mort de la France-Afrique. Donc on peut notamment penser à Nicolas Sarkozy ou à l'ancienne ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Et souvent aussi, en une des médias, on entend l'annonce de la fin de la France-Afrique. Euh, alors aujourd'hui, nous, à Survie, on se base sur une définition de la France-Afrique qui a été actualisée dans l'ouvrage Une histoire de la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir. Euh, Nous, on pense qu'aujourd'hui, la France-Afrique peut se définir comme un système de domination fondé sur une alliance stratégique et asymétrique entre une partie des élites africaines et une partie de leurs homologues africains. Cette alliance, héritée d'une longue histoire coloniale, mêle des mécanismes officiels, connus, visibles, assumés par les États, et des mécanismes occultes, souvent illégaux, parfois criminels, toujours inavouables. Je suis très contente de pouvoir interroger la France-Afrique aujourd'hui avec les intervenants qui sont autour de moi. Tout d'abord, nous avons Cher Saro, pardon. Vous êtes membre de Histoire coloniale et postcoloniale et vous avez notamment travaillé sur la mémoire des travailleurs africains. Vous étiez à Dakar cette année au moment des élections, donc vous allez pouvoir nous donner un petit témoignage sur le regard que vous portez là-dessus. On est également accompagné en visio de Céline Sarr, universitaire, membre d'Attaque Sénégal, donc il devait être avec nous, mais il y a un petit souci technique. On est également en compagnie de Tamsir Batili, donc représentant du Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, plus communément appelé PASTEF, fondé par Ousmane Sonko. Et nous avons également David Moget, donc un de mes collègues de Survie, qui a beaucoup travaillé sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes co-auteur du livre Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire, d'Houphouët-Boigny à Ouattara. C'est vrai que l'actualité nous emmène vers le Sénégal. Je vais contextualiser rapidement en rappelant qu'en 2023, après le Mali et le Burkina Faso, le Niger a été le troisième pays sahélien à chasser l'armée française de son territoire.
En ce moment, Paris s'accroche un peu à son dernier dictateur allié au Tchad, où il conserve une présence militaire depuis environ 40 ans. Donc, à la lumière de tout cela, les élections au Sénégal ont été particulièrement suivies. Donc, comme l'a annoncé en intro, moi, je l'étais en 2022-2023. Et il y avait vraiment cette tension autour d'un potentiel troisième mandat du président sortant Macky Sall. Et aussi, il y avait des questions autour de l'éligibilité de Ousmane Sonko, justement, le principal opposant. Et donc voilà, le Sénégal a toujours été considéré comme un peu un pilier de démocratie, de stabilité dans la région. Donc il y avait énormément d'attentes envers ces élections. Donc Cher, est-ce que tu peux nous témoigner de ce que tu as vu à ce moment-là, au moment des élections? Et quel regard aussi tu portes là-dessus par rapport au changement de régime qu'il y a eu dans les pays voisins que j'ai cités tout à l'heure? Merci Camille. Alors, je vais juste rectifier, hein. J'ai travaillé sur la mémoire, non pas des travailleurs africains, mais des tirailleurs africains. Voilà, je suis spécialiste de la mémoire, notamment monumentale des troupes coloniales noires. Euh, alors, il se trouve que je suis sénégalais et français, franco-sénégalais dans l'ordre qu'on veut. Et j'ai la particularité d'être né avant les indépendances. Donc, je suis né français, je suis devenu sénégalais, et j'ai dû redevenir français par intégration. Voilà. Donc, je connais un peu l'histoire coloniale d'une manière intime. Alors, j'étais au Sénégal l'année dernière à Dakar au mois de février. J'ai une photo que j'aurais voulu projeter. Malheureusement, ce n'est pas possible, hein, techniquement, mais je vais en parler. C'est une photo qui a été prise le 17 février 2024 au quartier Sacré-Cœur, qui, qui est à côté d'une artère qui s'appelle la VDN, ces acronymes, et à côté du cimetière Saint-Lazare, où il y avait beaucoup de points de manifestation lors de la période électorale qui conduisait au présidentiel de l'année dernière. Alors, deux choses m'ont marqué. Je vais parler d'images après. Moi, j'étais chez ma sœur dans le quartier Sacré-Cœur et l'après-midi, pendant le thé, on a été envahi des gaz lacrymogènes qui venaient de la rue parce qu'il y avait quelques échauffourées avec les forces de police. Et voilà, c'était quand même des phénomènes assez récurrents dans ce quartier-là parce que les manifestations passaient souvent sur cette artère-là, quoi. Donc ça m'avait quand même assez impressionné parce que il y avait une ambiance de violence, de tension, mais palpable, quoi, vraiment palpable. Et la deuxième chose qui m'a marqué, donc c'est cette image que j'ai essayé de décrire. Il s'agit d'une image prise devant le magasin, le supermarché Auchan, à, au quartier Sacré-Cœur. C'est une image un peu clandestine parce qu'il y avait des policiers qui étaient là. Il y en avait au moins une trentaine. Et surtout, ils avaient une tente et avec des lits de camp. Ça veut dire qu'ils dormaient là et tenaient donc la garde de ce grand supermarché. C'est un énorme supermarché qui alimente des chalandise quoi, de toute cette zone-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Évidemment, au début, je n'avais pas vu qu'il y avait Auchan, donc j'ai tout de suite compris. Alors, évidemment, les commerces les plus petits, moins importants, sénégalais ou autres, n'étaient absolument pas protégés contre les émeutes possibles ou les pièges de magasins, etc. Mais voilà, pour moi, c'était une illustration, en tout cas, très forte de ce que c'est le concept, la notion de France-Afrique. Et voilà, et c'était là, l'État sénégalais de Macky Sall avait mis en place tout un système de protection des intérêts français. Et c'était assez hallucinant. J'étais accompagné de ma femme et d'une petite nièce, qui avait 4-5 ans, et
effectivement, vous mettez là, que je vous prenne en photo. Ça, voilà, les policiers ne m'auraient rien dit. Mais voilà, ce sont les deux choses qui m'ont marqué. Bon, après, les choses sont très bien passées. On a eu peur partout. Mais voilà, le peuple sénégalais a fait preuve de sa capacité démocratique et de son sens du dialogue. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a enfin souvent quand il y a des manifestations au Sénégal, voilà, il y a des Auchan qui brûlent, il y a un peu des symboles de l'influence française qui sont ciblés. Je ne sais pas si tu as suivi le mouvement France Dégage, Oui. tu peux nous en dire quelques mots? Alors, je pense que c'est Tamsir Batili qui en parle mieux que moi parce que c'est un concept qui existe aussi au sein du PASTEF. Mais ce qui est important, voilà, j'ai pris ça par l'angle de l'anecdote, mais les choses étaient beaucoup plus sérieuses parce qu'il y a eu quand même plus d'une vingtaine de morts quoi, dans cette période-là. Tamsir Batili va peut-être nous donner des informations plus précises là-dessus. Merci. Oui, donc je me tourne vers vous. C'est vrai que du coup, donc le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, sa popularité est notamment basée sur un discours qui est très anti-domination française, on va dire. Alors, au PASTEF, qu'est-ce que la France-Afrique vous évoque? Est-ce que vous parlez de décolonisation? Et comment vous comptez matérialiser un peu ces aspirations de rupture que vous incarnez aussi pour la jeunesse sénégalaise? Merci pour l'invitation. Merci Camille. Euh, je remercie toutes les personnes présentes ici. Alors, on va venir à la question d'abord, que représente la France-Afrique? C'est des souvenirs, parce qu'on a grandi en ayant en tête l'esclavage, la colonisation, la montée des droites françaises, européennes en général, mais françaises particulièrement, et les accords comme les accords de partenariat, les AP, on les appelle les APE, des accords qui sont très désavantageux pour les pays africains. Et donc, toutes ces choses-là, tous les souvenirs et toutes ces choses-là font qu'on a un certain regard concernant la France. Donc, quand on parle de la France, on parle plutôt d'une France oligarchique, euh, celle représentée par ce que je connais, De Gaulle, c'est de la lecture, Mitterrand, on s'intéressait un peu à la politique et on s'intéressait un peu à son comportement, à ce qu'il disait, ce paternalisme. Chirac, il faisait semblant d'avoir une proximité, mais les intérêts de la France, il a marché sur les peuples africains. Ça, c'est ce qu'il défendait. Sarkozy n'a pas fait mieux. Et Macron, euh, qui se prend peut-être pour un De Gaulle, mais de la pire espèce. Et vous avez des jeunes qui ont grandi entre l'Afrique et la France, certains qui ont la double nationalité, d'autres qui sont nés, qui ont grandi ici, qui sont repartis au Sénégal et qui ont une bonne vision de la chose, du monde. Et les gens se parlent beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de lectures, et on arrive à rétablir un peu l'histoire. Rétablir l'histoire nous fait prendre euh, une certaine conscience de notre État en tant qu'Africain, mais en tant que simple humain, euh, puisqu'on parle aussi de tout ce qui se passe dans le monde. Pour en revenir un peu au Sénégal et la position de PASTEF, elle est très simple. Humainement, certains traitements ne sont pas acceptables, d'où qu'elles viennent. Il se trouve qu'en grande partie, ça vient de la France. Par exemple, lors des manifestations qui ont eu lieu au Sénégal, on a vu défiler Sarkozy, je crois qu'on a vu défiler Tony Blair aussi qui est passé. On était au courant d'une somme d'argent qui avait été remise à une personne qui a l'Élysée pour l'achat d'armes transférées au Sénégal pour mater les populations. Et donc, toutes ces choses-là font que nous nous dressons, pas juste contre la France, mais contre
toutes ces nations, ces pays impérialistes qui vivent de la domination d'autres peuples, du néocolonialisme, et finalement, c'est un retour à l'esclavage que nous combattons. Donc voilà à peu près la position de PASTEF pour ne pas diriger toutes nos actions vers un seul pays qui est la France. Et c'est ça en soi. C'est super intéressant. Vous évoquez comme cher la présence militaire française sur les territoires sénégalais comme outil de préservation des intérêts français. Quelle est la position du PASTEF du coup sur tous les coopérants militaires et la coopération militaire entre la France et le Sénégal? Emmanuel Macron a annoncé récemment une reconfiguration et une diminution des effectifs militaires en Afrique. Nous, à Survie, on considère qu'une diminution, c'est pas suffisant et on demande un retrait complet de l'armée française d'Afrique. Quelle est votre position là-dessus? Et aussi, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé dans les pays voisins? Et est-ce que pour vous, on tend vers la fin de la France-Afrique? Alors, ce sont des questions qui sont quand même très complexes. Et souvent, ça génère beaucoup d'émotions quand on parle de ces sujets-là. Alors, il faut comprendre que nous, on ne cherche pas du tout à couper nos relations avec la France, mais à les refonder. Et ce paternalisme-là, on a envie de le casser. On peut travailler avec n'importe quel pays du monde, comme nous l'avons fait récemment avec la Russie, mais nous continuerons à être des partenaires de la France, puisque tant que tous nos intérêts sont préservés, et les intérêts de la France aussi. S'agissant de la présence militaire, même dans notre parti, par exemple, Ousmane Sonko, lui, dit qu'on doit sortir et du franc CFA, et les militaires français doivent quitter le Sénégal, tandis que le président Diomaye, lui, il a une autre approche sur le sujet. Alors, considérons la zone et l'insécurité qu'il y a. Et pendant des siècles, disons, nous n'avons pas réussi en Afrique à développer des armées capables de faire face à certaines problématiques comme le terrorisme actuellement. Ce terrorisme d'ailleurs qu'on attribue à la France, à certains pays comme les États-Unis aussi, et qui sont armés, disons aussi, certains pensent par la France, les États-Unis aussi. Bon. Nous n'avons pas en Afrique, comme au Sénégal, nous n'avons pas des armées assez solides. Il me semble que nous avons à peu près 45 000 hommes. Nous n'avons pas d'armement assez sophistiqué pour faire face à ces problèmes-là. Et pour moi, oui, il n'est que responsable et il n'est que juste que l'armée française puisse prendre ses responsabilités, vu que ces situations ont été créées par la France oligarchique encore, prendre ses responsabilités et accompagner ces nations-là qui ont besoin d'une certaine sécurité pour pouvoir se développer, sinon nous n'y arriverons pas. Ce qui va se passer si la France ne prend pas position, c'est qu'on aura d'autres partenariats avec d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons la Chine qui est là, nous avons les Russes qui sont un peu partout en Afrique. Nous ne cherchons pas à remplacer aussi un impérialiste par un autre impérialiste. Nous cherchons en tant que nation sénégalaise ou nation africaine à nous assumer comme telle, à avoir le temps de nous construire, d'avoir des armées assez solides pour faire face à ces problèmes de théorie et regarder toutes les autres nations en face et d'égal à égal et de travailler ensemble. Mais pour l'humanité, il y a beaucoup de pauvreté en Afrique. Ces questions-là, je crois, concernent tout le monde. Il n'y a pas de frontières. Ça concerne tous les humains. Et donc, voilà à peu près comment nous voyons la situation. Concernant le Mali, on nous reproche souvent en tant que PASTEF d'être un peu ambigu sur la question.
Mais encore une fois, ce sont des questions qui sont très complexes. Pourquoi le Sénégal ne suit pas l'AES, donc le Mali, Burkina, Niger? Pourquoi on ne les suit pas? Parce que nous avons une organisation qui est quand même assez solide, qui regroupe beaucoup de nations. Aujourd'hui, nous avons les mêmes passeports, la CEDEAO, nous avons les mêmes pièces d'identité, nos frontières sont ouvertes à tout le monde. L'économie aussi est transfrontalière et nous gagnons plus à rester unis, 450 millions de personnes, à rester unis et à travailler, à avoir en tout cas des échanges économiques un peu plus solides dans la sous-région, à nous enrichir les uns les autres, à peut-être mettre en place une armée beaucoup plus solide, beaucoup plus riche, qui peut bouger un peu partout en Afrique. Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment se dire souverain. Ce qui se passe au Mali, c'est que les Français sont partis, mais les Russes sont arrivés. On a d'autres pays comme les Turcs ou l'Iran qui poussent un peu derrière. Sortir, sortir des mains de la France et tomber dans d'autres pas n'est pas aussi un idéal. Et nous appelons ces frères-là à vraiment, même s'ils restent en tant qu'AS, même s'ils ont l'intention de mettre en place une confédération, nous les invitons à rester quand même dans la CEDEAO parce que tous les pays africains, en tout cas subsahariens, y gagnent. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant parce que d'un point de vue français, il y a un discours, il y a une petite musique qui sonne un peu l'alarme en disant, mais si la France part d'Afrique, les puissances prédatrices comme la Chine et la Russie vont prendre sa place. Mais du coup, c'est très intéressant dans le discours que vous mettiez tous les impérialismes sur le même plan, en fait. Et aussi, dans votre intervention, vous avez cité donc les deux principaux irritants un peu dans les relations entre la France et l'Afrique, qui sont le franc CFA et donc la présence militaire française sur le territoire. Je vais me tourner vers David maintenant, parce que quand on analyse les relations, enfin, quand on analyse l'histoire des relations franco-africaines, on se rend compte que les ingérences militaires vont main dans la main avec les ingérences politiques également. Et le cas de la Côte d'Ivoire est assez emblématique de ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Merci Camille. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour l'organisation de cet après-midi autour de la question de la Kanaki, à laquelle je vais faire référence à un moment d'ailleurs, s'agissant de la Côte d'Ivoire, hein, enfin un trait d'union, disons, et de la fin de la France-Afrique. Alors j'ai bien noté qu'il y avait un point d'interrogation, point sur lequel, pour ma part, je vais largement insister. Alors, tu l'as dit, Camille, nous, on est une association purement française et on a très à cœur d'examiner avec un regard extrêmement critique la politique de la France dans ses anciennes colonies et notamment sur le sol africain. Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à la Côte d'Ivoire. Il va y avoir une actualité pour l'une des nombreuses affaires franco-ivoiriennes qui a eu lieu il y a 20 ans. En fait, c'était en 2004. La Côte d'Ivoire, en fait, a connu une longue crise politico-militaire qu'on abrège souvent sous le terme de crise ivoirienne. À mon sens, c'était plutôt une crise franco-ivoirienne et qui a démarré en 2002 au moment où il y a eu une rébellion dans le nord de la Côte d'Ivoire qui a contesté le pouvoir de Laurent Gbagbo qui avait été élu en 2000. Donc c'était sous la France de Jacques Chirac qu'il y a le déclenchement d'une rébellion dans le nord de la Côte d'Ivoire qui tente de renverser le pouvoir ivoirien, qui échoue. Et à partir de là, jusqu'en 2011, il va y avoir cette crise politico-armée. Alors, je voulais revenir sur la question du partenariat de défense qui peut exister entre un pays, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, avec la France. Ces accords de défense, ils stipulent effectivement que, alors, ils datent de 1951, hein, dès le lendemain des indépendances. Ces accords sont mis en place. Il y a aussi des accords de coopération. Il y a toute une batterie d'accords. Notamment ces accords de défense, c'est eux qui permettent
à l'armée coloniale, finalement, de ne jamais quitter le sol, notamment la base de Port-Bouët à proximité de l'aéroport à Abidjan. La coloniale est présente de manière continue depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Alors, si on va regarder aujourd'hui sur le site du ministère de la Défense, on peut voir la carte du monde avec les différentes forces françaises positionnées dans le monde. Ils sont en fait des forces de projection sur différents théâtres d'opération. À cela vient s'ajouter les OPEX, c'est-à-dire les opérations militaires extérieures, qui elles ne sont pas basées de manière permanente à l'étranger. Les effectifs sont les suivants. Donc, j'ai regardé avant de venir, il y a 1500 militaires français stationnés à Djibouti, c'est la plus importante des bases permanentes françaises. Il y en a 600 encore en Côte d'Ivoire, la base de Port-Bouët dont je parlais tout à l'heure, et il y en a 350 à Dakar, au Sénégal, donc, et au Gabon. À cela, il faut ajouter environ 1 millier d'hommes au Tchad, avec un statut un petit peu particulier. Il y a très longtemps, c'était l'opération Épervier au milieu des années 80 qui a perduré sous la forme de Barkhane. Et puis aujourd'hui, ça reste des forces françaises qui sont au sein de la lutte contre le terrorisme, nous dit-on, basées au Sahel. Et je voudrais ajouter à ça, il y a encore 2500 militaires français prépositionnés dans la zone qui correspond à Mayotte et la Réunion. Alors Mayotte, pour nous, c'est un contexte extrêmement particulier puisque les Comores auraient dû devenir indépendantes en 1975 à l'issue d'un référendum. Et certains lobbies français ont cru bon d'interpréter les résultats du référendum île par île, plutôt qu'à l'échelle de l'archipel des Comores, ce que demandait l'ONU notamment, si bien qu'on a retenu Mayotte et ça reste aujourd'hui un territoire français avec tous les problèmes que l'on sait encore aujourd'hui. Donc ça fait partie de nos confettis d'empire, ils subsistent encore à l'heure actuelle. À ces 2500 militaires français dans la zone Mayotte-La Réunion, il faut encore ajouter 2500, ils sont présents en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, et en Polynésie française. Et ces deux territoires ont des statuts très particuliers, puisque, aux yeux de l'ONU, ce sont ce qu'on appelle des territoires non autonomes. Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Autrement dit, ce sont des territoires à décoloniser. Et donc, si on a tout un processus en Kanaki, ce n'est pas un processus qui est entièrement normalement aux mains de la France, c'est un processus sous l'égide de l'ONU, qui doit effectivement mener à l'autonomie complète de la Kanaki. En tout cas, nous, c'est le point de vue que nous défendons à l'association Survie. Et la Polynésie française est aussi sur cette liste. À un moment, elle a été retirée de la liste, elle est revenue sur la liste il y a quelques années. Donc voilà, c'est des choses assez particulières qu'on n'a pas forcément, qui nous sont assez rarement rappelées. Voilà. Alors tout à l'heure, je disais que je voulais tracer un trait d'union. Alors non, avant que j'oublie, pour ce qui est de l'application des accords de défense. Que s'est-il passé lorsque Laurent Gbagbo a fait face à une rébellion en 2002? Il a demandé à la France une application de l'accord de défense parce qu'en fait, cette rébellion est née au Burkina Faso voisin. Le Burkina Faso de Blaise Compaoré, qui a succédé à la tête du Burkina après l'assassinat de Thomas Sankara, qui lui avait un discours très indépendantiste, très soucieux de l'indépendance de la souveraineté burkinabé. Il a été assassiné. Et en fait, Blaise Compaoré va rester au pouvoir de 1987 à 2014. Et c'est sous l'abri du Burkina Faso, on va se dire que va se développer cette rébellion ivoirienne. Donc elle vient de l'extérieur. Logiquement, Laurent Gbagbo demande la pleine application de l'accord de défense qui date de 1961 avec la France. Et en fait, la France va tergiverser et ne va jamais appliquer cet accord de défense. Donc je pense qu'il ne faut pas être dupe de la nature des accords complètement dissymétriques qui unit la France avec ses anciennes colonies. Et d'ailleurs, cet accord de 1961, il contient une annexe assez intéressante qui n'est pas du tout une annexe en rapport avec les forces de défense. C'est sur les matières premières stratégiques. C'est-à-dire que c'est un donnant-donnant. En 1961, ces pays s'en remettent à la France pour leur sécurité, mais en contrepartie, on leur demande, dès lors qu'ils veulent vendre des matières premières stratégiques, donc ça veut dire l'uranium, un certain nombre de métaux précieux, évidemment des hydrocarbures, eh bien, il faut qu'ils demandent l'autorisation à la France. D'accord ?
Alors bon, il va y avoir un toilettage de ces accords de défense qu'on appelle plutôt maintenant partenariat de défense. Mais il faut, voilà, pas être dupe, comme je le disais tout à l'heure, de la réalité et de l'applicabilité réelle de ces accords. Donc, euh, voilà, effectivement, ce sont des pays qui s'en sont remis de longue date pour ce qui est de leur sécurité à l'ancienne puissance coloniale, devenue puissance néocoloniale, de manière très claire. Et donc, effectivement, il y a un problème, d'une part en termes d'achat d'armes, où très souvent la France va faire obstacle à des achats d'armes de la part de ces pays. Ça a été très vrai, notamment, et documenté pour ce qui est du Burkina à l'époque récente. Et la France, voilà, ne va intervenir que si elle a envie d'intervenir. Et elle est intervenue en Côte d'Ivoire. Mais de quelle manière? En fait, elle s'est interposée pour diviser le pays en deux. Elle a enraciné une rébellion qui n'avait pas les moyens réels de détenir la moitié nord du pays. Et on va mettre la pression à Laurent Gbagbo pour aller aux élections en 2010 dans un contexte absolument délétère, avec une rébellion toujours en armes, avec un pays toujours divisé en deux. Ça va être une véritable catastrophe électorale. D'ailleurs, il y avait des rapports de l'ONU qui documentaient ce qui allait se passer, notamment le réarmement de la rébellion dans la perspective des élections. Malgré ça, la France a soutenu devant la scène internationale que c'était le moyen de sortir de la crise ivoirienne. Ça a été absolument le contraire. 2011 a été un épisode extrêmement douloureux où il y a eu une crise post-électorale qui a duré 3-4 mois, qui a fait de l'ordre de 3000 morts et à l'issue de laquelle les blindés français ont mis sur le trône Alassane Ouattara, le président corps actuel. La constitution ivoirienne ne lui autorisait que 2 mandats. Il va très probablement se présenter à nouveau en 2025 pour son 4e mandat. Et la France est extrêmement silencieuse là-dessus. C'est l'un des meilleurs garants des intérêts français actuellement en Afrique. Mais ce n'est pas le seul épisode militaire douloureux en Côte d'Ivoire. Il y en a eu un autre au cœur de la crise en 2004. Et c'est là que je veux tracer un lien, une coïncidence, en quelque sorte, à Bouaké, une coïncidence avec la Kanaki. C'est-à-dire qu'il y a un personnage de l'armée française qu'on retrouve des deux côtés de cet épisode. En 1988, il y a l'affaire de la Grande Louvéa et le massacre euh, voilà, d'une dizaine de Kanaks. Il y a un militaire français qui, lorsqu'il y a la prise d'otage qui est opérée, se retrouve sur le terrain et cherche à localiser en fait, la grotte où se trouvent détenus les gendarmes français. C'est pas très clair. Est-ce qu'il s'est jeté dans la gueule du loup parce que c'est quelqu'un qui fait du renseignement en fait, ou est-ce que malgré lui, il a été pris et il est devenu l'un des otages? En tout cas, c'est lui qui a signalé l'endroit où se trouvait cette grotte, ce qui va permettre finalement à l'armée française d'intervenir de manière extrêmement sanglante. C'est le même homme qu'on va retrouver en 2004. Il est en fait responsable d'une base militaire française à Bouaké, qui est le chef de la rébellion. Donc, les militaires français se sont interposés et sont même présents au cœur, dans le fief de la rébellion. Laurent Gbagbo a décidé le lancement d'une offensive contre la rébellion parce que malgré des accords qu'il y a eu en janvier 2003 avec un gouvernement, avec des postes relativement importants pour des représentants de la rébellion ne respecte pas les accords et notamment elle ne veut pas désarmer. Donc il y a le déclenchement de cette offensive qui au départ est plutôt victorieuse. Ils sont aux portes de Bouaké et cette offensive est appuyée par des Sukhoi, du matériel militaire, des avions russes pilotés par des mercenaires. Il y a un bombardement de Bouaké qui a lieu et qui atteint un camp militaire français. C'est le camp où stationnent notamment les hommes qui sont sous le commandement de Patrick Destremaux, dont je parlais tout à l'heure. C'est une affaire extrêmement nébuleuse. Ça va y avoir une énorme escalade à ce moment de la crise ivoirienne. L'armée française Jacques Chirac va décider d'anéantir tous les moyens aériens ivoiriens. L'armée française va fondre sur Abidjan, où se trouvent notamment énormément d'expatriés français, va se déployer dans Abidjan. Les Ivoiriens vont être nombreux à descendre dans la rue pour contester ce qui est en train de se passer, à la fois la destruction des moyens ivoiriens. Ils ne sont pas au courant du bombardement du camp militaire français. Ils demandent le départ des soldats français. Et là, l'armée française, il y a des images de Canal+, où on voit des hélicoptères français qui tirent sur les ponts
sur la lagune à Abidjan. Un peu plus tard, Destremo va aussi faire partie des gens qui descendent sur Abidjan et va y avoir un épisode sanglant devant l'Hôtel Ivoire où va y avoir sans doute de l'ordre d'une dizaine de morts parmi les civils ivoiriens. Le bilan officiel côté ivoirien, c'est une soixantaine de blessés et une soixantaine de morts et des centaines de blessés. Ça a été documenté, notamment il y a eu une enquête internationale menée par l'Afrique du Sud pour établir l'origine des tirs qui sont bien d'origine française. Le volet bombardement de Bouaké, il va y avoir un procès en 2021 à Paris, poussé par les familles des victimes, avec un point très obscur, c'est-à-dire que des mercenaires qui ont opéré le bombardement ont été arrêtés au Togo. Et le Togo a informé Paris en les mettant à disposition de Paris, puisque visiblement ils étaient liés à ce qui s'était passé à Bouaké. Et il va y avoir un silence des autorités françaises, ce qui va permettre aux mercenaires de s'enfuir. Donc il y a eu un procès par contumace à Paris, dont le principal objet, en fait, c'était de comprendre comment se fait-il que Michel Barnier, à l'époque ministre des Affaires étrangères, Alliot Marie, ministre de la Défense, et, euh, et Dominique de Villepin, qui était ministre de l'Intérieur, qui était sans doute l'un de ceux qui connaissait le mieux le dossier ivoirien, pourquoi ont-ils laissé filer ces mercenaires qui venaient quand même de faire 9 victimes parmi les soldats français. C'est une affaire très, très compliqué. Et donc, le 6 novembre 2004, ce sera les 20 ans de cette affaire-là. Voilà, je pense que j'ai déjà été un petit peu long, mais ça m'a déjà permis de parler de pas mal de choses. Non, mais oui, c'était très intéressant de comprendre comment l'armée française est mise au service de la préservation des intérêts, même quitte à soutenir des régimes non démocratiques. Et aussi, c'est très intéressant du coup de voir l'ombre de Michel Barnier qui plane là-dessus. Et ça en dit long aussi sur l'ADN france-africain de la Ve République aussi. Euh, et aussi, je pense que ce qui est intéressant avec cet événement de Bouaké, qui n'est pas forcément très connu du grand public français, on se rend compte qu'il y a une asymétrie de l'information entre les publics africains qui vivent dans leur chair les conséquences des ingérences françaises et le public français qui n'est pas du tout renseigné là-dessus. Cher, j'ai vu beaucoup acquiescer et réagir à l'intervention de David. Est-ce que tu veux réagir là-dessus? Et aussi, du coup, sur cette dimension de sensibilisation, d'information et de travail de mémoire aussi. Voilà, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Et ensuite, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le travail de mémoire comme moyen de lutte aussi contre la France-Afrique et pour une refonte des relations entre la France et l'Afrique? Ça dépend combien d'heures tu me donnes. Non, non, là-dessus, je pense que David a tout dit, hein, et merci. En tout cas, sur cette affaire de Bouaké, ça reste un mystère. C'est toujours pas. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose à creuser et je pense que les chercheurs comme David ne manqueront pas d'éclaircir cette affaire un de ces jours. Ensuite, la question que tu me poses concernant la mémoire, je pense qu'elle va se poser très vite parce qu'il y a les célébrations, enfin, la commémoration du massacre de Tcharoy en décembre 1944, ça va être le 80e anniversaire. Et l'État sénégalais a prévu un certain nombre de manifestations, dont un colloque auquel je vais participer. Et il y aura pas mal de choses aussi en France métropolitaine, comme on disait avant, en dehors de la France-Afrique. Et pourquoi cette mémoire elle est importante? Parce que elle permet de mettre à jour tous les mécanismes coloniaux du passé et leur continuité ou leur permanence dans certains cas. C'est effectivement le président Macron qui a décidé de nommer mort pour la France six tirailleurs sénégalais qui étaient parmi les
d'ailleurs, concerné par l'affaire de Tiaroy, pourquoi 6? On ne sait pas. Voilà, c'est un geste plus. Voilà. Mais évidemment, bien sûr. Mais ce qui est paradoxal dans cette affaire, ils sont morts pour la France, mais en fait, voilà, faudrait dire par la France. Voilà. Donc, c'est encore un imbroglio dont on va parler longtemps. Alors, ce qui est compliqué dans ce dossier-là, c'est justement la question du nombre de morts sur laquelle les chercheurs s'écharpent depuis longtemps. La version officielle depuis très très longtemps, c'était 35 morts et les chercheurs penchent plutôt pour un chiffre 10 fois supérieur. Voilà, il y a tout un travail à faire, mais pourquoi je parle de la mémoire, c'est parce que le président Macron a décidé d'aller, enfin, c'est ce qu'il a dit jusqu'ici, assister à cette cérémonie de la commémoration du massacre de Tiaroy. Voilà, donc je ne sais pas où c'en est, et on le saura dans les mois, les semaines qui viennent. Alors, moi, mon travail, en tant que mémorien, parce que je me définis comme mémorien, je suis devenu historien assez tardivement dans ma vie, c'est à travers la reconstruction d'un monument qui s'appelait le monument Heureux de l'Armée noire de Reims et de Bamako, parce que c'est un monument qui a été fait en double. À Bamako en 1924 et à Reims, qui a été inauguré le 13 juillet 1924. Donc c'était un des plus grands hommages qui ait jamais été fait aux tirailleurs des colonies et aux tirailleurs d'Afrique noire. Voilà, c'est comme ça que je suis venu ouais, à l'histoire. Et c'est aussi un peu, euh, comment dire, à travers cet itinéraire que je me retrouve dans le comité de rédaction de histoirecoloniale.net. Et donc, je reviens à cette question de mémoire. Cette mémoire de la colonisation, elle est là et elle est souvent niée, en tout cas sous-estimé et c'est ce qui continue à conditionner quand même pas mal de choses. Bon, certains chercheurs parlent de permanence de, du colonialisme par le concept de colonialité, etc. Mais bon, voilà, ce sont d'autres débats intellectuels, mais on voit comment, en tout cas, cette colonialité s'exprime dans le quotidien des Français et de ce qu'on appelle les migrants. Et ça me fait penser justement à tout ce qui se passe actuellement sur le front culturel. Je parle de la mémoire, mais il y a aussi de tout le front culturel. Les pièces de théâtre, je pense à Passeport de Michalik qui passe actuellement, ou l'histoire de Suleiman. Et voilà, ce sont ces choses-là, en tout cas, qui font que on peut aussi interroger ce passé colonial et revenir à une autre entrée sur la question de la France-Afrique, parce qu'on est aussi la réalité et que bah, la France et ses anciennes colonies et des liens qui ont été établis, bon, ils sont là à travers nous, nos corps, et ça. Et voilà, ce sont des choses qui sont souvent sous-estimées ou en tout cas présentées sous le prisme du rejet de l'autre. Ah, c'est tous les discours qu'on entend actuellement, sur lesquels je ne m'étendrai pas. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Voilà. Oui, merci. On comprend qu'il y a une dimension symbolique forte aussi dans la France-Afrique. Et la question de la mémoire, de la reconnaissance, ça permet aussi d'ouvrir la voie à potentiellement des réparations. Donc, nous, un de nos axes de travail les plus importants à Survie, c'est la lutte pour la reconnaissance de la complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et en fait, les mécanismes qui ont rendu possible la complicité de la France dans le génocide sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Donc, c'est la recherche de puissance, la prépondérance de l'Élysée, la prépondérance du militaire dans la prise de décision de politique étrangère. Euh, voilà. Et du coup, oui, je voulais faire du coup un lien avec vous, Tamsir. Vous, comment vous abordez la question de la mémoire au PASTEF? Et
Et voilà, est-ce que vous comptez vous saisir aussi des commémorations de Tiaroy? Et comment vous voyez aussi un peu parfois cette récupération par les autorités françaises de cette mémoire-là, justement, voilà, Macron qui a fait le rapport du Clerc sur le Rwanda, qui a ouvert certaines archives sur le Cameroun, il me semble aussi. Voilà, quel regard vous portez là-dessus? Et aussi, quelle piste un peu voilà, de rupture autour de la culture vous posez au parti? Merci pour la question. Alors, il faut d'abord que les politiques français, en tout cas ceux qui dirigent le pays en général, peu importe pour qui ils dirigent, il faut qu'ils comprennent une chose, cette rupture qui arrive se fera de toute façon. En tout cas, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Euh, donc, cette rupture aura lieu. Soit on va vers une refonte ou sinon chacun prend le chemin qui lui sied. Sur cette question de mémoire, par exemple l'histoire de Tiaroy, d'abord c'était une insulte d'entendre que pour 6 personnes, il y a eu une reconnaissance qu'ils sont morts pour la France. Euh, Moi, je l'ai vécu très difficilement. Et lors d'une réunion, on a évoqué le sujet aussi. Et on était tous alignés sur le sujet. Ces gens-là ne sont pas morts pour la France, mais ils ont été tués par la France, assassinés, purement et simplement. On nous parle de 35 personnes, mais il y a des gens qui ont vécu cette histoire-là, qui vivent encore, qui peuvent la raconter. Donc, on sait que c'est plus de 400 personnes. On est à la recherche, donc, des fossés. Où est-ce que ces gens ont été enterrés? Ça, c'est ce que nous voulons savoir. On ne demande pas de la charité, on demande que justice soit faite. On veut savoir où sont ces 400 personnes ou plus de 400 personnes d'ailleurs, qui ont été assassinées lâchement et enterrées dans un fossé. Où est-ce que ces personnes ont été enterrées pour pouvoir les honorer? Et là est la question maintenant. La question de l'honneur, c'est ce qui nous intéresse. Notre histoire a été toujours racontée par le colon, pas par nous. Et nous en sommes arrivés à un moment où on veut la raconter nous-mêmes à nos enfants et à nos petits-enfants, avec nos propres mots, et en leur racontant la réalité, c'était quoi exactement, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Euh, Ça leur donne une certaine conscience, mais aussi une certaine confiance en eux, et ça leur permet de revenir là, de voir l'avenir, en tout cas d'une manière, dans une perspective en tout cas beaucoup plus joyeuse. Et voilà ce que nous pensons de ces questions-là. On ne les prend pas à la légère. Par contre, la présence de Macron au Sénégal n'est pas souhaitée lors de cette commémoration. Ah bon? Ok. Nous voulons rester entre nous. Ah, je ne savais pas. Merci, merci beaucoup pour ces précisions. Et du coup, donc, oui, on comprend que la colonialité et la mémoire courte aussi que les Français peuvent avoir dans les relations franco-africaines participent à la naturalisation un peu de la symétrie. Et notamment, je reviens vers toi, David, tu mentionnais un peu le lien entre présence militaire française et réponse à des besoins en ressources naturelles et comment, du coup, on naturalise aussi cette présence militaire française pour pouvoir exploiter les sols en Afrique. Est-ce que tu peux redévelopper un peu cette dimension-là d'intérêt stratégique et voilà, quels mécanismes sont en œuvre? Alors, sur cette question-là, je pense que c'est important de faire un parallèle. Les Français, en général, sont bien plus au courant des menées impérialistes américaines que que l'équivalent français. C'est assez étonnant, hein. Et tout à l'heure, j'ai parlé en mal de Vitelin, mais c'est vrai que d'un autre côté, ça a été presque un héros français à la tribune de l'ONU de s'opposer à l'intervention américaine en Irak. Très bien. Mais ça devrait nous donner du recul pour avoir les mêmes grilles d'analyse lorsqu'il y a des interventions françaises en Afrique ou ailleurs dans le monde. Et malheureusement, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein, donc alors,
certains vont incriminer les médias, d'autres vont incriminer une propagande trop puissante, et d'autres vont se prendre les pieds dans la propagande. Et effectivement, on intervient en général pour de nobles causes, hein, contre le terrorisme. C'est difficile, hein, de dire non, on ne va pas intervenir contre le terrorisme. Mais la réalité, effectivement, c'est qu'on intervient pour d'autres intérêts. Il peut y avoir un millefeuille au niveau des intérêts. L'un des éléments de ce millefeuille, c'est ce que tu as dit, ce sont les ressources naturelles. Mais pas seulement. En fait, on a une classe politique qui carbure, qui est très attachée au rang de la France dans le monde. Hein. C'est-à-dire que à mesure qu'il devient de plus en plus évident que le rang, du point de vue économique, sur un tas de plans de la France est devenu extrêmement relatif. On est une puissance moyenne. Néanmoins, on garde certains attributs qui font de notre pays un pays différent de la plupart des autres. Hein. Bon, nous avons l'arme nucléaire, ça c'est clair. Hein. Aussi un siège au Conseil de sécurité. Et pour nos hommes politiques, c'est très important de garder ces instruments-là. Hein, et je pense que c'est aussi une question d'adrénaline, et voilà, ça fait partie de leur psychologie. Ils ont été élevés à ça. Donc là, on a un vrai problème avec notre classe politique. Et même, je dirais que la France est très particulière par rapport aux autres démocraties avec lesquelles elle a l'habitude de se comparer. Hein, il n'y a pas d'équivalent français, par exemple, à la concentration des pouvoirs au sein d'un seul homme, à l'Élysée, qui est le chef des armées, qui a encore le pouvoir de déclencher une opération armée sans vote de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'équivalent, ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existe pas en Angleterre. Hein. Si vous vous souvenez de l'hypothèse d'une intervention en Syrie il y a quelques années, les Britanniques s'étaient posé la question, ils étaient prêts à partir. La Chambre des communes a dit non. Ça a interrompu toute possibilité d'intervention. En France, ce n'est pas le cas. Hein, le chef de l'État a la possibilité de déclencher une intervention. Ce que la Constitution prévoit, ce qu'elle a introduit, c'est un vote au Parlement. Alors, non, c'est même pas un vote, c'est un débat au Parlement. Il n'y a pas de vote. Hein. Plusieurs semaines après l'intervention. Alors, à un moment, c'était 3 mois. Peut-être que ça a été raccourci, mais c'est assez symbolique, en fait, parce que de toute façon, il n'y a pas de vote. Donc, voilà, on a un chef de l'État qui est extrêmement puissant de ce côté-là. On a aussi des propagandistes qui sont très forts, et c'est un petit peu le revers de la médaille d'être dans une démocratie, c'est-à-dire que leur boussole, c'est l'élection prochaine. Donc évidemment, une intervention militaire doit s'accompagner d'un certain discours qui va convaincre les citoyens du bien fondé de cette intervention. Donc c'est très souvent au nom des droits de l'homme, puis ça tombe bien, parce que historiquement, la France des droits de l'homme, ça parle à tout le monde. Hein. On l'apprend au collège, on l'apprend à très petit. Et donc, voilà, c'est devenu un argument à l'interventionnisme français. Quand on regarde la réalité des droits de l'homme sur le terrain, je rappelle que pendant l'opération Serval et l'opération Barkhane, les journalistes français n'avaient pas le droit de citer sur le terrain. Ils étaient forcément embedded, comme faisaient depuis longtemps les Américains. D'ailleurs, des journalistes de RFI se sont fait tuer du côté de Kidal, sans doute parce qu'ils enquêtaient de trop près sur certains enlèvements qui avaient eu lieu et les dessous de la nature des véritables relations et des raisons de l'intervention française. Voilà, donc, et alors je voudrais en venir aussi à des éléments d'actualité, hein, parce qu'on se demande est-ce qu'on est en train de faire face à la fin de la France-Afrique. Parlons juste de ce qui se passe en France. Aux dernières élections, on a vu des chaînes, des médias français prendre des positions très très favorables à l'extrême droite, notamment à Zemmour, notamment au travers des médias Bolloré. Les Africains connaissent Bolloré depuis bien plus longtemps que les Français. Hein, si Bolloré a les moyens d'acheter des médias français, c'est parce qu'il a fait fortune en Afrique. D'abord en rachetant des plantations coloniales, après en investissant dans les infrastructures, notamment les chemins de fer et les infrastructures portuaires. Et donc c'est ça qui lui a donné des moyens d'avoir des ambitions au niveau politique en France, celles que l'on sait. Et il a dû céder ses infrastructures portuaires. Pourquoi? Parce qu'il a fait face à des accusations de corruption lors de l'attribution des ports de Conakry en Guinée et de Lomé au Togo. Il a passé un accord, il a reconnu les faits de corruption et il pensait échapper à un procès.
Et le parquet national financier a dit niet, il n'est pas question de signer au bas de cet accord et il y aura bien un procès contre Bolloré. Il va bientôt y avoir un autre procès, Sarkozy, en janvier 2025, si tout se passe bien, sur l'affaire libyenne. Hein. Et donc, c'est quoi l'affaire libyenne? Sarkozy a aidé en fait Kadhafi à restaurer un petit peu la figure de Kadhafi. Il a tenté, en tout cas, sur la scène internationale. C'est pour ça que Kadhafi s'est retrouvé avec ses tantes sur les pelouses parisiennes pendant quelques temps sous Sarkozy. Normalement, derrière, devait y avoir un contrat d'achat, notamment de Rafale, qui n'a jamais eu lieu. Et vous savez la manière dont ça s'est terminé avec une intervention en Libye, où la France, sous l'égide de l'OTAN, soi-disant, mais c'est vraiment la France qui était le fer de lance, a été bien au-delà de l'intervention qui était prévue, qui était une intervention de protection au-delà d'un certain parallèle qui traversait la Libye. Et finalement, ça a été jusqu'à l'élimination de Kadhafi. Eh bien, aujourd'hui, il y a un procès sur le financement de la campagne électorale de 2017 de Sarkozy, de 2012 plutôt d'ailleurs, de 2000, je perds, de 2007, merci. De 2007 de Sarkozy, et donc il y aura un procès en 2025, puisque il est très très fortement soupçonné. Le dossier est très bien construit, notamment Mediapart a fait pas mal de boulot sur le sujet. Quelques millions d'euros seraient arrivés en provenance de Libye pour financer la campagne de Sarkozy. Nous, c'est avant tout ces choses-là qui nous préoccupent. C'est-à-dire que la France-Afrique, c'est pas seulement le fait, nous on dénonce pas seulement ce qui se passe en Afrique, c'est aussi les implications pour la France. Ah non. C'est insupportable qu'on mène cette politique-là en notre nom, mais en plus, ça vient travestir la démocratie française. Hein. Là, j'ai cité deux cas, financement de campagne électorale et achat de médias à des fins politiques. C'est extrêmement clair. Hein. Donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça a un impact réel sur la politique française. Hein. Et là, bon, j'ai plutôt tapé sur la droite, mais malheureusement, il y a une continuité historique extrêmement grande du point de vue de la politique étrangère entre la manière de voir les intérêts français et de les défendre de la part de la droite comme de la gauche. Hein, et un autre anniversaire, c'est effectivement le génocide des Tutsis du Rwanda, où la France peut, d'après nous, être accusée de complicité. Pourquoi? Parce qu'elle a soutenu un gouvernement transitoire génocidaire. Ce gouvernement a même été formé dans les murs de l'ambassade de France à Kigali. Hein, donc, ça allait extrêmement loin. Et il y a eu derrière des soupçons de livraison d'armes, enfin voilà, des choses extrêmement, extrêmement graves. Et ça, c'était sous le terrain. Voilà, donc malheureusement, ça traverse toute la classe politique française. Oui, merci. Je voudrais juste revenir sur la question de la place de la France dans le monde et du rayonnement de la France. C'est Raymond Aron, de manière apocryphe, qui disait ça, que à force de rayonner, on va finir par se cramer. Bon, il a bien dit ce terme, mais c'était un peu ça. Et effectivement, la France-Afrique, je pense, va un peu vers sa fin quand même, parce que on voit que dans beaucoup de pays ex-francophones, on se tourne de plus en plus vers soit d'autres puissances étrangères, la Chine, la Russie, etc. Mais même au point de vue du rayonnement culturel, la langue française, malgré tous les efforts de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, se fait tailler des pierres par l'anglais. Pour le meilleur cas, c'est le Rwanda dans le nord officiel. Voilà, il n'est plus français depuis longtemps, il y a le Gabon, etc. Et on retrouve le mouvement qui s'était produit en Asie, au Vietnam, entre autres, dans les années 90, dans ces eaux-là, où on dit ben, le français, non, et ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, puis, Alain, tu vas nous dire s'il y a encore des gens qui parlent français au Vietnam, je ne pense pas. Voilà, donc c'est un processus, en tout cas, qui va arriver à sa fin. Alors, après, la question des hydrocarbures, et là, et des richesses au Sénégal, on disait, oh ben, nous, on est tranquille, de toute façon, on n'a pas de pétrole, donc on aura toujours la paix. Oh, malheureusement, le pétrole, ou heureusement, j'en sais rien, le pétrole vient d'arriver au Sénégal. Il y a des énormes gisements de gaz et de pétrole au large du Sénégal et de la Mauritanie. Et qu'en est-il? Quelles sont les projections du PASTEF dans le plan Sénégal 2050 notamment?
question à Tamsir Bati. Merci beaucoup, cher. Alors, d'abord pour nous, les richesses naturelles du Sénégal appartiennent aux Sénégalais. Donc ça, c'est la règle de base. Et bon, c'est l'ancien gouvernement qui a attribué les contrats que nous allons réviser de toute façon. Nous allons revoir tous les contrats pour voir si si c'est dans l'intérêt des peuples du Sénégal ou pas du tout. Si ce n'est pas le cas, on va les casser. Ça peut nous coûter cher, mais en tout cas, on fera le nécessaire pour que le peuple sénégalais, en tout cas les Africains en somme, puissent en bénéficier réellement. Ces contrats-là, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais sont assez diversifiés quand même. C'est vrai que l'entrée de Total a fait sortir un des ministres qui était là-bas au moment où on signait le contrat parce qu'il avait refusé de le faire en disant qu'il y a une autre compagnie qui offre mieux que Total. Donc, je ne signerai pas ce contrat pour Total. Et d'après ce qu'il raconte dans son livre, le premier ministre de Macky Sall de l'époque lui a dit, c'est le président qui demande que tu signes et tu refuses. Il lui a dit que oui, alors, moi je ne marche pas comme ça, je ne suis pas un bouton sur lequel on appuie. Et lui, il lui a dit que moi je serais un double bouton. Donc comme ça, ils l'ont chassé du gouvernement, ils ont signé le contrat pour Total. Et ce n'est pas très luisant pour la France parce qu'on ne voit pas que Total derrière, on voit vraiment l'État français derrière qui manipule encore et essaie de s'asseoir sur les richesses d'un peuple qui a besoin de se développer. Sinon, après, il y a BP et il y a aussi une compagnie australienne, c'est assez diversifié. En tout cas, dans l'ère du temps, on s'inscrit dans le multipolarisme qu'il y a. C'est de travailler avec tous les États pour l'intérêt de nos peuples. Ça, c'est l'orientation qu'a Pastef. Et donc, comme je l'ai dit, les ressources naturelles seront redistribuées de façon qu'elle soit avantageuse pour le peuple sénégalais. Et ce que je voulais signer, ce dont je voulais parler aussi, c'était l'armée française en Afrique, en somme, au Sénégal, même s'il y a eu une réduction sur le territoire et les camps ont été fermés aussi. Qu'elle soit présente ou pas, il faut qu'on soit conscient d'une chose. En 2021, mars 2021, pendant qu'on était en train on s'est révolté contre le gouvernement de Macky Sall, il nous a été signalé que plus de 300 personnes sont parties de la base de Brive en France pour venir au Sénégal. Et ils l'ont fait en 2 temps, un mercredi et un samedi. Donc, ce qui veut dire qu'ils traversent le continent comme ils ont envie. C'est toujours nos dirigeants qui font appel à eux, que ce soit Macky Sall ou un autre, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Ce qui est complexe, c'est que ce soit des dictateurs comme Déby au Tchad qui a assassiné plus de 200 personnes et qui a le soutien de la France. Pastef qui, au moment où on essayait de nous révolter et essayer de prendre le pouvoir, en tout cas de rétablir l'ordre, la justice, de remettre la liberté au peuple. Pendant qu'on essaie de faire ça, on a la France qui soutient un président qui a été élu démocratiquement, Macky Sall. Donc, on ne sait plus à quel sein se vouer. Ce qu'on sait, c'est que ce pays, ou en tout cas les citoyens français, doivent le savoir. Ils ont des dirigeants qui ne travaillent pas pour eux. Ils ont des dirigeants qui peut-être travaillent pour certaines entreprises, je pense à ceux du CAC 40 ou en tout cas des individualités. Et ça nuit à beaucoup de relations. Ce qui est bien au Sénégal, en tout cas, j'y ai grandi. J'ai vu des gens qui sont nés là-bas, des Français, en tout cas, une parenthèse blancs, qui sont nés au Sénégal, qui ont grandi là-bas, qui connaissent très bien le pays, qui ont la nationalité sénégalaise, parfois qui ont la double nationalité aussi. Et ces relations-là sont à préserver. L'être humain doit toujours être placé au centre.
ses intérêts, on doit y veiller. Et les peuples français, je crois, sont beaucoup trop passifs à ce discours de la droite, ou en tout cas ce discours droitisant qui s'installe dans le cosmosphère politique ici, et que même la gauche adapte parfois. Je me rappelle d'Arnaud Montebourg, qui à un moment donné, je ne sais plus s'il était de la gauche, s'il était de la gauche ou de la droite, c'est pas lui-même. Et il est vraiment important que la gauche française redore son image. Et à l'aune des peuples des autres continents, que ce soit en Afrique, euh, Calédonie ou ailleurs, parce que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et même la position de la France sur la Palestine, nous, en tant qu'Africains ou en tant que Sénégalais, ça nous fait extrêmement mal parce qu'on vit encore les affres du colonialisme. Et eux, on les voit en plein dedans être assassinés. Un génocide qui se passe, j'ai l'impression que le peuple français ne va pas passer. Merci beaucoup. Je voudrais prendre la parole. Je voudrais dire un mot, notamment. Notre président. Merci. Oui, je viens dire un mot, notamment parce que François Graner de Survie, qui devait nous rejoindre et qui devait dire quelques mots des liens entre la France et le Rwanda qui ont permis de conclure à une complicité de génocide, c'est quand même pas rien. Il aurait évoqué ce point et j'en dirai deux mots tout à l'heure en terminant, mais je voudrais commencer par saluer l'humanisme qui irrigue et qui inspire toute l'intervention de Tamsir Batili, de Rosalind Pastef, qui insiste sur le fait que c'est une volonté d'écrire l'histoire par les Sénégalais eux-mêmes, pour ce qui est des épisodes communs franco-sénégalais, à destination des jeunes, des jeunes qui sont actuellement dans les écoles, etc. Et ça, c'est très, très précieux, ce souci. Et j'ajouterais, moi, que ça rejoint la volonté de vérité que nous partageons sur la nécessité d'écrire cette histoire coloniale et post-coloniale d'une manière qui, en même temps, éclaire nos contemporains, nos concitoyens de ce pays, et notamment les jeunes. Et pour dire un mot des 80 ans de Tiaroy, donc décembre 44, qui vont être commémorés en France par diverses initiatives, rencontres et manifestations, projections de films, etc. Et notamment une initiative qu'on soutient qui est sur le site Histoire coloniale, vous pourrez voir le programme, qui s'intitule Morlaix-Tiaroy. Parce que ces tirailleurs venus en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui y ont participé, certains se sont fait massacrer. Il y a des cas, notamment dans la région du Rhône, près de Lyon, où il y a eu des massacres commis par les nazis, très importants, et ils ont combattu ailleurs aussi, dans d'autres régions, lors de ce qu'on a appelé la bataille de France et la défaite de juin 40. Donc, après être venus, ils ont été prisonniers dans des fonds de stalag, hein, c'est-à-dire des camps spéciaux avec un tri à la couleur, et ils ont été parfois gardés par des anciens combattants français démobilisés après avoir été prisonniers éventuellement un peu, etc. Parce que les Allemands voulaient consacrer leurs forces militaires à l'Est ou à je ne sais quels autres fronts. Et donc, après, ils se sont évadés pour beaucoup. Ils ont participé à la résistance française, hein, notamment en Bretagne, et à la toute fin de la guerre, l'été 44, ils ont été rassemblés dans une ville du nord du Finistère, à Morlaix, et là, dans un bâtiment, la Corderie, on les a commencé par les rassembler,
Et il se trouve qu'en novembre prochain, là, dans quelques semaines, la mairie de Morlaix, des associations dont la Ligue des droits de l'homme locale, vont faire une série de rencontres, projections de films, débats, euh, expositions, et ils font venir des gens du Sénégal, le maire de Thiaroye-Gare, euh, et des jeunes aussi vont venir avec eux et pour participer à des échanges avec les jeunes Bretons qui sont collégiens ou lycéens et qui veulent aussi comprendre l'histoire parce que c'est aussi la leur. Hein, ça fait aussi partie de l'histoire de la France. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour terminer sur Rwanda, euh, ce qu'aurait dit François Graner, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui a obtenu les archives du Conseil d'État alors qu'on ne voulait pas les lui donner accès, eh ben, il y a eu un grand espoir au niveau du dernier euh, anniversaire de ce massacre de Rwanda. Euh, il y a eu un espoir que la France en dirait un peu plus. Et puis ça s'est pas fait. Ce que Macron a fait ou a fait dire à Kigali, c'est toujours la même chose. On n'est pas responsable, on n'est pas, voilà, on n'a pas de complicité avec ce qui s'est passé là-bas. Et là, il faut continuer à creuser et survie. La FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, va faire le mois prochain aussi une rencontre qui sera, j'espère, un moyen de reposer les questions à destination aussi des Français et qu'ils savent la vérité. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Donc oui, si je résume un peu les pistes et les outils qu'on peut utiliser pour tendre vers la fin de la France-Afrique qui ont été évoqués jusqu'ici. Donc on a le devoir de mémoire, la reconnaissance officielle du rôle de la France et de ses violations du droit international aussi parfois. L'abandon aussi enfin le deuil de la recherche de puissance qui doit se faire à travers tout l'échiquier politique français en fait. Autrement dit, il faut décoloniser la gauche encore. Et aussi à Survie, donc on milite pour la levée du secret défense, par exemple, et c'est un des moyens qui peut permettre l'exercice des contre-pouvoirs, voilà, et notamment aussi la fin de l'impunité militaire. Avant de passer aux questions de la salle, j'avais une dernière question pour vous, Tamsir. David, tu évoquais les dernières élections présidentielles. Je voulais demander quel était le regard du PASTEF sur ces dernières, pas les élections présidentielles, pardon, les élections législatives. Quel était le regard du PASTEF sur ces élections? Et parce qu'on a entendu un peu un discours qui s'installait chez les Africains et dans certaines diasporas aussi, l'idée que si le Rassemblement national arrive au pouvoir en France, la France laisserait les Africains tranquilles et qu'on serait un peu chacun chez soi. Quel regard vous portez là-dessus? Et voilà, est-ce que ça a généré une inquiétude de voir l'extrême droite monter en France aussi? Euh, Ça générait une inquiétude plutôt pour les Français. Et oui, ceux qui vivent en France, pour eux, ça génère une inquiétude, mais pas pour nous. Euh, Parce que, au fait, nous, notre maître mot, c'est la souveraineté. Et quel que soit le gouvernement qui sera ici, nous sommes déterminés à aller vers une souveraineté chez nous en Afrique. Par contre, certes, moi, je ne suis pas de nationalité française, j'ai deux enfants qui le sont aussi. Et je connais beaucoup de Sénégalais de Pastef qui ont la double nationalité. Et ça peut avoir un impact un peu sur leur vie. Ce que j'ai observé, en tout cas ce que je sais, l'extrême droite, avec leur discours populiste, avait toujours accédé au pouvoir. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils se rendent compte des réalités. D'abord qu'ils ont besoin des étrangers pour qu'ils occupent des postes de travail parce qu'ils payent aussi les impôts ici dans ce pays. Et puis après, que les intérêts de la France, c'est de mener peut-être cette politique
impérialistes essayer toujours d'aller dominer l'autre pour pouvoir s'en sortir. Donc, comme vous le dites, ces standards-là, il faut les casser. Parce qu'il y a d'autres moyens de travailler avec des pays, au moins d'avoir des relations, par exemple, d'avoir des accords économiques avec un pays comme le Sénégal, sur tout ce qui est durable, sur la formation, sur plein de choses, sur l'agriculture, et ce sera autant bénéfique que ce qu'ils font maintenant. Donc, que ce soit l'extrême droite ou la gauche, euh, tant que la pensée expansionniste se limite à aller dominer l'autre, ils rencontreront les mêmes problèmes. Euh, ils rencontrent actuellement au Mali, un peu au Sénégal et un peu partout en Afrique. Merci beaucoup. Je pense que ça nous permet de conclure. Je ne sais pas si vous avez entre vous des questions que vous souhaitez vous poser avant de la passer à la salle. Sinon, bon, il y a déjà beaucoup de mains levées, donc je vous laisse la parole. Alors, je pense qu'il va falloir vous rapprocher de la table parce que je suis pas sûr. Ouais, ensuite, ça va. On sera ceci arrivé. Je suis membre de la Fédération nationale de la libre pensée et de la Fédération départementale de Paris de la libre pensée. Donc, la libre pensée, c'est une association très ancienne qui lutte pour toutes les libertés et qui a une position résolument anticolonialiste. J'ai bien entendu le discours de Tamsir et je remarque ce qu'il dit et je crois qu'il faut effectivement distinguer l'impérialisme français et le peuple français. Et donc, effectivement, il n'est pas question de rompre les relations entre les deux. Cela dit, à la Libre Pensée, nous avons signé une pétition pour le retrait des troupes françaises du Niger et nous pensons que la présence des troupes françaises en Afrique est en soi un problème. Je dirais qu'il n'y a pas de symétrie pour nous entre la présence des troupes françaises en Afrique et la présence, par exemple, de troupes russes au Mali. Ce n'est pas la même origine, ce n'est pas la même continuité. Et ce n'est pas que je sois du tout un admirateur des troupes russes, ce n'est pas ça que je veux dire, mais il n'y a quand même pas la même, je dirais, le même processus qui amène les troupes françaises et qui amène les troupes russes. Je voudrais donner deux exemples rapidement qui m'ont frappé sur les interventions de l'armée française. Il y a d'abord ce qui a été cité en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il faut dire que le président Gbagbo avait été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel ivoirien. Et donc, par la suite, il y a eu une intervention de l'armée française et un membre de la commission électorale indépendante a déclaré que c'était Ouattara qui était vainqueur. Ce qui a été dit et qui n'a jamais été contredit, c'est que le Conseil constitutionnel, il y a évidemment une différence entre les deux résultats d'élection. Et par exemple, le Conseil constitutionnel ivoirien avait invalidé les élections dans la ville de Boaké. Donc, je vous donne les élections de la ville de Boaké telles qu'on les connaît. 150 000 inscrits, 250 000 votes pour Ouattara. Donc, le Conseil constitutionnel ivoirien avait invalidé ce type d'élection. Donc ça, c'est un des résultats de l'intervention de l'armée française. Parlons maintenant, par exemple, du Mali. Donc, au Mali, il faut dire qu'il y avait toute une région au nord du Mali, avec une ville qui en était en quelque sorte la capitale, qui était Kidal, qui était occupée par les terroristes depuis plus de 10 ans. 6 mois après que l'armée française ait quitté le Mali, Kidal a été prise par l'armée malienne. D'accord, mais on peut quand même se demander quel était réellement l'effet de la présence des troupes françaises au Mali. Et puis, reste le problème qui a été cité, des instances, des institutions, des structures qui ont été mises en place par la France, par la France-Afrique, et donc de la manière dont on peut s'en débarrasser. Donc, il y a des voies un peu différentes et je ne me permettrai pas de donner des conseils là où je suis, certainement pas. Mais je m'interroge quand même, par exemple, le franc CFA. Le franc CFA est fabriqué en France, à Chamalières, et sa convertibilité est assurée par le franc français. Est-ce que ce genre de choses peut subsister
si on a l'objectif de souveraineté et comment est-ce que le parti au pouvoir, comment est-ce que d'une manière générale les Sénégalais qui combattent aujourd'hui pour leur souveraineté envisagent de modifier, je pense, ce genre de structure. Il va répondre peut-être ou on fait passer, je sais pas. On peut prendre Quelques questions peut-être, ouais. Tu as noté, Tamsir? Oui. Ça. Oui, bonsoir. Oui, alors, Sérigné est militant, mais aussi un ami personnel, aussi au téléphone hier soir. C'est pas un problème technique, hein, pour la troisième fois. Son visa a été refusé, et cette fois-ci par l'ambassade d'Autriche. Voilà, donc on a parlé avec on se connaît depuis l'éternité. Tu vas intervenir. Donc, c'est un refus. Les deux autres fois, sont moi les invitations. Il a été, il a refusé. Oui, il y a deux trucs sur lesquels, une première question qui remonte et sur lesquelles j'aimerais bien que, alors, Cyril, on a déjà parlé, d'avoir un peu votre explication. Pour expliquer que le Sénégal ne soit pas touché par le djihadisme. Moi, bon, j'ai mon explication, mais j'aimerais bien avoir celle de vous deux. J'ai aussi celle de Cyril. Ça, c'est une question sur les intérêts français en Afrique. Je vous signale quand même que ce soit que Total, que ce soit Orange, que ce soit Carrefour, ils sont vraiment dans toute l'Afrique et dans tout le monde. Et pas plus spécialement en Afrique francophone qu'ailleurs. Total est beaucoup plus présent. Actuellement, on a fait la Mozambique, où justement, il y a des manifestations contre la présence de quelqu'un. Ok. Oui, c'est une question justement de la capacité des pays de pouvoir s'opposer. Ouais, un des clones de ce du point de vue, qui ressemble beaucoup à Macron, c'est Talon. Oui. Je veux dire, pour moi, c'est le clan de Macron à point de vue économique. Oui, Talon. Alors, au moment où Bolloré a mis en place, il a racheté tout l'ancien chemin de fer qui allait donc aurait dû être un Niger-Dakar, Abidjan du moins, qui pour des telles raisons historiques s'est arrêté là. Voilà. Et reprendre le chemin de fer à Talon s'est opposé, pourtant Talon est un tout petit pays. Et Bolloré a fait demi-tour. C'était une question, c'était une question tout simplement nationale. Il y a rien je termine. Oui, s'il vous plaît. Question sur la question du français, enfin, dont on n'en parle pas ici, mais avec laquelle je travaille ici et avec Gabon. C'est une question de décision des pays. C'est une question de décision des pays. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent qui est mis en cas de jeu sur ce sujet. Il n'y a que 3 pays d'Afrique qui impriment leur monnaie. 3. Partout ailleurs, il fait imprimer à l'extérieur. On va prendre une dernière question et après on repasse à la table. C'est possible de faire des questions courtes. Oui, c'est pas faux. Je vais faire très rapidement. Merci encore une fois vraiment d'avoir organisé cette seconde table ronde. Voilà, je suis très honorée effectivement de pouvoir entendre la parole sénégalaise. Et merci Survie pour les interventions. Alors, le Sénégal a beaucoup d'enfants. Je crois que c'est la moitié de la population. J'ai vu qu'il y avait eu là des actes forts, notamment pour réhabiliter les universités. Et donc, c'est-à-dire que c'est un pays qui a toutes les générations futures et en devenir pour encore plus profiter de cette dynamique. Je voulais voir en fait quels étaient là les premiers arsenals un peu mis en place pour permettre quand même, avec le respect des coutumes, hein, enfin, du Sénégal et voilà, du territoire, pour effectivement que cette jeunesse-là voilà, puisse
puissent participer pleinement au développement du Sénégal, hors de tous ces prédateurs impérialistes, grands groupes, etc., 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 que nous connaissons, et vraiment aller sur votre souveraineté pleine et entière pour l'avenir, l'autodétermination et l'avenir du Sénégal serein et débarrassé des prédateurs. Une dernière question, mais vraiment la toute dernière là-bas. On passe à la table et on retourne. Mais non. Ouais. Merci. Je me présente Zéphiri de l'école de Guéret. En fait, ma question, elle est très simple. Je dis, la France, l'Afrique, l'Europe sont des continents du monde. On vit dans un village planétaire. On vit actuellement des conflits de partout, des guerres d'information qui circulent de partout, et chacun veut garder le côté impérial et l'autre la souveraineté de leur pays. Comment est-ce que dans un monde de conflits, en temps aussi, entre parenthèses, de paix, comment est-ce qu'on peut facilement se serrer les coudes et avoir un monde différent? Selon vous, du côté du Sénégal, moi je suis du Cameroun, quel conseil donnerez-vous, par exemple, aux politiques français pour améliorer ses intérêts, ses relations et aussi mettre de vive voix ses intérêts pour le devenir aussi des Français qui en dépendent aussi? Je passe la parole à qui? Qu'est-ce qui veut parler? Alors, ouais, vas-y. Merci. Alors, il y a eu pas mal de points qui ont été soulevés. Alors, je voulais revenir sur la question de Kidal. Mm. Effectivement, l'armée malienne, alors bon, soutenue sans doute dans une certaine mesure par des mercenaires de Wagner, a réussi à reprendre Kidal. Mm. Et c'est extrêmement important pour les Maliens. Mm. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un épisode précédent pendant l'opération Serval où l'armée française a repris une partie du nord du pays avec l'armée malienne à ses côtés. Mm. Et avant d'arriver à Kidal, les Français ont demandé aux Maliens de stopper là. Mm. Autrement dit, aux yeux des Maliens, c'est l'armée française qui a demandé aux Maliens de ne pas arriver jusqu'à Kidal. Et ça, c'est quelque chose qui est resté gravé dans l'esprit des Maliens et qui a été vécu comme une trahison. Donc voilà, ça c'est vraiment un épisode. Pardon? Alors moi, je n'étais pas à Kidal, je ne suis pas dans le secret, hein, mais si vous avez des éléments à apporter, très bien. Voilà. Le soupçon qu'il y a depuis longtemps, hein, c'est des liens qu'il pourrait y avoir entre des Français et une partie des mouvements armés. Je ne dis pas des mouvements djihadistes, mais une partie des mouvements armés. Et il faut quand même revenir sur la genèse de cette résurgence de mouvements armés qui, dans l'histoire, ont eu lieu de manière périodique dans le Sahel. C'est qu'il y a eu une filiation directe avec ce qui s'est passé en Libye. La Libye, d'ailleurs, à un moment, il y a eu visiblement, sans doute, un signal qui est envoyé, parce que Kadhafi avait la tradition d'accueillir sur son sol tout un tas de rébellions, d'aider à leur formation, à leur fournir des armes sans doute. Et au moment où il y a eu l'opération franco-otanienne contre Kadhafi, visiblement un signal a été envoyé à ces mouvements-là en leur disant ne vous mêlez pas de ce qui se passe en Libye, on vous laisse repartir dans vos pays. Et repartir, ça voulait dire repartir avec leur formation militaire et avec du matériel. Donc cette résurgence de mouvements armés, qui ne sont pas seulement des mouvements djihadistes, s'explique notamment de cette manière-là. Tout à l'heure, on a posé la question de l'effet de la présence française au Mali. L'un des effets assez évidents, mais qu'on a aussi observé en Afghanistan avec les Américains, c'est la facilité de recrutement de ces mouvements armés. C'est-à-dire qu'une ingérence étrangère de nature impérialiste, eh ben, ça donne du crédit à des mouvements armés, presque indépendamment de toute idéologie de départ, et parce qu'il s'agit de se battre contre la présence militaire, au bout d'un moment, la présence française. Donc ça, c'est l'un des effets, ce qui est une espèce de règle générale qui s'est observée dans beaucoup d'endroits, hein, et dernièrement à la fois en Afghanistan et au Mali. Je voulais aussi revenir rapidement sur le CFA. Il a été question de la convertibilité du CFA. Le franc CFA n'est pas convertible. Non. Si vous allez dans une banque privée avec des francs CFA et vous demandez, je ne veux pas du dollar, hein, on va vous rire au nez.
Ce n'est pas une monnaie convertible. En fait, il y a une garantie assurée par la Banque de France pour obtenir des euros contre les francs CFA, mais ce n'est pas une monnaie convertible. Et d'ailleurs, au moment où, lorsque l'euro est arrivé, la convertibilité vers le franc est devenue une convertibilité vers l'euro. C'est une décision européenne à laquelle les Africains n'ont pas été associés. Donc, moi, je suis sceptique sur la réalité de ce qu'on dit, à savoir, il suffirait que les dirigeants africains aient eu la volonté de mettre à bas ce système. Oui, mais c'est quand même pas si simple. Et par le passé, on s'est aperçu qu'un certain nombre de dirigeants africains avaient eu de très graves ennuis, et même certains ont passé l'outre-tombe lorsqu'ils ont voulu s'affranchir du franc CFA. Voilà, et bon, je pense que j'ai déjà été assez long. Je vais passer là. Oui, juste pour compléter, Tamsir, il y a beaucoup de questions adressées à vous sur le franc CFA et sur la souveraineté du Sénégal. Je voulais juste préciser qu'il y a Serine Sarr qui nous demande aussi de revenir un peu sur les accords de défense et sur la renégociation des contrats avec les multinationales françaises et étrangères. La question de Cyril rejoint la question de monsieur. Et, nous sommes arrivés au pouvoir au Sénégal, disons, réellement le 5 avril. Réellement le 5 avril. La première des choses que nous avions décidé de faire, c'est de poser tous les dossiers sensibles sur la table et de faire leur audit. Donc, le plus important, c'était de savoir d'abord qu'est-ce qu'on peut offrir à la population sénégalaise, où nous en sommes réellement au Sénégal économiquement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la population d'abord. Et puis, les autres questions viennent après. Ce qui est sûr, c'est que pendant tout le temps, toute la campagne électorale, ou en tout cas dans la philosophie de Pastef, l'armée française n'a pas à être présente au Sénégal comme d'autres armées aussi, parce que la France n'est pas la seule armée, n'est pas le seul pays à avoir une armée au Sénégal. Les Américains ont une petite unité là-bas aussi. Et donc ça, ce sont des choses où nous nous étions dit, une fois arrivé au pouvoir, il faut que l'armée française quitte le pays. Je mets un bémol là-dessus. Nous sommes devenus une population assez consciente quand même. Et même ceux qui n'ont jamais fréquenté l'école française, ont aussi leur point de vue sur tous ces sujets-là que nous traitons au Sénégal, ou en tout cas dont nous parlons, que ce soit l'économie, quand on parle d'économie, ils comprennent très bien ce que c'est, quand on parle d'accords de défense, quand on parle même d'accords de pêche, d'accords avec les entreprises françaises et toutes ces choses-là. La population sénégalaise, en grande partie, sait exactement de quoi on parle et où est son intérêt. Et elle interagit réellement avec le gouvernement en place et l'influence aussi dans ses prises de décision. Actuellement, ce qui est ressenti, c'est que la population sénégalaise, en règle générale, ne veut pas de la présence française, de l'armée française dans le pays. Économiquement parlant, il faut savoir qu'à peu près 70% des entreprises qui sont dans le secteur tertiaire au Sénégal sont des entreprises européennes et embauchent beaucoup de personnes aussi. C'est le secteur qui embauche le plus au Sénégal. Et je crois que la France doit être à peu près 60% d'entreprises dans ce groupe-là, doit être à 60% d'entreprises et est le premier partenaire du Sénégal aussi en matière d'économie. À partir de ce moment-là, ça nécessite de bien réfléchir sur comment interagir avec la France. Et c'est pour cela que je parlais de refonte. De toute façon, tout ce qui est contrat qui a été signé avant la venue de Pastef au Sénégal, quel que soit le type de contrat, tout ce qui est accord, convention, quels que soient les types de conventions et d'accords seront reposés sur la table. On va y réfléchir, seront rediscutés point par point. Et s'il nécessite d'être cassé, nous le ferons. Si nous avons besoin en tout cas d'actualiser, de les mettre à jour, en tout cas, ce sera pour l'intérêt économique du peuple sénégalais. Ça ira toujours dans ce sens-là avant d'aller dans un autre sens. Et il y avait une autre question, pourquoi le Sénégal n'est pas touché par le terrorisme?
Difficile à répondre, mais nous avons quand même un pays euh, qui, en tout cas, entre la population sénégalaise, elle est diverse. Donc, on a des ethnies, différentes ethnies, et qui sont réparties dans le territoire. Mais maintenant, ce qui s'est passé à un moment donné, je crois que c'est à partir des années 70, quand il y avait la sécheresse, les populations se sont rejointes un peu partout au centre du Sénégal et surtout vers Dakar. Et on a aussi les grandes familles religieuses qui sont un peu au Sénégal et qui prennent derrière eux beaucoup de populations qui sont leurs disciples. Et en somme, ces familles-là, qui, disons, ont derrière eux 90% de la population sénégalaise, en tout cas de la partie musulmane de la population sénégalaise, qui sont soit mourides, tidjanes, soit laïcs ou d'autres, niassènes ou d'autres ethnies, écoutent beaucoup leur guide religieux. Ils s'inscrivent dans un soufisme. Et le soufisme, c'est plutôt aussi un islam assez pacifique. Modéré. Voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien que chez les soufistes, c'est souvent Jésus qui est mis en avant et son comportement, le fait de tendre l'autre genou. Donc voilà, ça joue un énorme rôle. Ceci dit, il y a un salafisme qui se développe au Sénégal, mais qui est aussi très minime. Donc, on a ce qu'on appelle les rigoristes qui n'ont rien à voir avec les salafistes, qui aiment autant leur pays que d'autres. Et donc, du coup, il est difficile d'avoir des appuis à l'intérieur du Sénégal pour développer un mouvement djihadiste ou autre. Juste pour compléter et revenir très rapidement avant de vous donner la parole, monsieur. Oui, merci pour le rappel de la situation en Libye, hein. C'est là que tout a éclaté, en fait, hein. C'est de là que tout est parti. Et on les effets, effectivement. Je parle je peux finir? Oui, mais vous savez, on peut remonter encore plus loin. Non, mais bon, je peux juste terminer là-dessus. C'est de dire, en tout cas, c'était le grand tournant qui a fait que les armes et les hommes ont été dispersés après l'attaque de France sur la Libye. Et juste pour compléter sur la tolérance religieuse au Sénégal, elle est bien ancrée, parce qu'il y a toutes ces confréries qui sont là, qui prônent un islam tolérant et ouvert, aussi bien aux autres confréries que aux autres religions. C'est-à-dire que les chrétiens ou les animistes, tout ce monde-là a toujours vécu de manière complètement harmonieuse jusqu'ici. Il n'y a pas de raison que ça change. Alors, il y a tellement de familles où il y a des chrétiens d'un côté et des musulmans de l'autre dans la même famille, hein, à travers le jeu des mariages, etc. Donc ça n'a jamais posé de problème. Et je vais donner la parole à monsieur, sinon je vais me faire tuer, moi. Oui. Allez, là-bas, c'est monsieur, merci. Donc Sylvain donc j'ai une question et des remarques. Donc, la question c'est donc vous avez parlé tout à l'heure que Ousmane Sonko il est comment dire il est pour le retrait de l'armée française et pour la fin de franc CFA et vous avez dit que le président avait des comment dire des positions différentes. J'aimerais savoir quelques détails et s'il fait partie aussi du PASTEF. Voilà. Sinon, parce que comme vous avez parlé de Mayotte, il y a un livre enfin, que je n'ai pas encore lu, mais je crois qu'il est très bien, de Rémi Caraïol, qui est sorti, qui s'appelle Mayotte, département colonie. Voilà, et sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Non, comme remarque, pardon. Oui, alors j'ai entendu le mot expatrié. Et ça, à chaque fois, ça me fait tilt parce qu'en fait, expatrié, c'est marrant parce qu'on l'utilise plus pour les Occidentaux, enfin, les riches Occidentaux. Pour les autres, on dit immigré. À mon avis, c'est pas innocent, hein. D'ailleurs, je sais pas quelle est l'origine, mais bon. Bref. Et oui, voilà.
Et sinon, la dernière chose, là, par rapport au mot terrorisme, parce que quand on dit, oui, que vous avez dit que, enfin, t'as dit plutôt oui, quand on dit que c'est pour lutter contre le terrorisme, quasiment tout le monde est d'accord, mais sauf que le problème du mot terroriste, c'est qu'en fait, quand on parle de terrorisme, tout est permis, en fait. Donc, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il nous reste à peine 10 minutes, hein, Oui. Camille, je pense. Et une dernière question de ce monsieur. Ouais. Et puis après, on conclut après. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Cheikh Diou, donc je suis franco-sénégalais. Donc, je fais partie de la diaspora, donc je vis en France depuis plusieurs années. Alors, effectivement, la conférence est intéressante parce que le sujet, la France-Afrique, je pense que c'est ça aujourd'hui le malheur de l'Afrique, en tout cas de l'Afrique francophone. On a parlé des accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone. Le point 1 de cet accord, en fait, c'est la dette coloniale pour rembourser les bénéfices de la colonisation. Donc, c'est-à-dire que les États nouvellement indépendants, c'est le point 1, doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Ça, c'est le point 1 des accords. C'est signé en 1961, donc ça a été proposé par De Gaulle à la communauté française d'Afrique, qui est composée de 15 pays. D'accord? Donc, c'est la profondeur de la France-Afrique. Aussi, un autre exemple que je veux donner, actuel, c'est-à-dire que comment on peut être président d'un pays souverain et être un employé d'un président de notre pays. Je donne l'exemple de Macky Sall, qui était en novembre 2023 embauché par Macron, alors qu'il était président en exercice du Sénégal. Il était embauché pour être le représentant de la France des 4 pays. Ah. Donc, comme si Macron, par exemple, si Biden embauchait Macron pour être son représentant dans une autre structure. Il était président du Sénégal, hein, il n'était pas encore parti. Et aujourd'hui, bon, moi, je pose la question aux représentants du PASTEF par rapport à la position de Macky Sall actuellement, qui veut revenir au Sénégal, parce qu'il est tête de liste aux prochaines élections législatives du 17 novembre, je pense. Et donc, aujourd'hui, comment cette histoire est analysée au niveau du PASTEF? Parce que, bon, avec tous les dégâts, parce que là ça a commencé comment dirais-je, l'inventaire, enfin, de l'après-Macky Sall, c'est-à-dire un inventaire financier, etc. Toutes les catastrophes qui ont été faites dans ce pays-là. Et aujourd'hui, il veut revenir comme, voilà. Donc, c'était ma question. Merci. Ouais, ouais. Il nous reste à peine 5 minutes, hein, mais ils sont même déjà passés par rapport au programme. Camille ou... Oui, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les dernières questions Oui. Pour répondre à Sylvain, Sonko, lui, il est catégorique sur ses positions. L'armée française doit quitter le Sénégal, que le franc CFA doit en sortir. Maintenant, les économistes disent quoi? Que le Sénégal a une capacité en 2 ans de se construire des fonds solides comme garantie pour aller sur une nouvelle monnaie. Est-ce que le Sénégal a tout de suite intérêt à sortir du franc CFA si on peut faire du franc CFA un franc souverain au sein de la CEDEAO? Est-ce qu'on a cette possibilité ou pas? C'est ça, au fait, la limite. Si on arrive à le faire, si on arrive à se convaincre les États qui sont dans la CEDEAO, c'est pour cela qu'on a besoin de ces États de l'AES pour venir faire valoir leur point de vue, dire ce qu'ils pensent de tout ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont vécu d'ailleurs, toutes ces attaques diligentées par la France en passant par les États de la CEDEAO. Non. Est-ce que ces États sont prêts à avoir une monnaie complètement souveraine?
se détacher complètement de la France. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire ou pas? S'ils ne sont pas prêts à le faire, nous travaillons à vraiment en sortir. Après sortir du franc CFA, dans le cadre où nous sommes, avec toutes les influences qu'il y a, du moins, et ce ne sera pas une chose facile. Donc, c'est pas au fait qu'ils n'ont pas le même point de vue, mais la manière de dérouler les choses, elle est différente. De toute façon. Et Macky Sall, effectivement, c'était un choc pour nous tous pendant qu'il était président et qu'il a dit qu'il ne ferait pas de troisième mandat, de voir que Macron lui a confié une part en tant qu'envoyé spécial du 4P. Je veux dire ce que c'est le 4P pour le public. Je crois que c'est pas encore. C'est le pacte de Paris pour les peuples. Ouais, ouais. Machin, quoi. C'est un peu comme bon. C'était sûrement pour lui filer du travail, pour le remercier de tout ce qu'il avait fait, puisqu'il n'arrivait pas à décrocher un poste de secrétaire général à l'ONU, vu les affres qu'il avait fait au Sénégal. Et je signale qu'il y a des plaintes toujours. Et avant de partir, ils ont voté l'amnistie au Sénégal sur les faits qui se sont déroulés de 2021 à 2024. Donc, si vous voyez Macky sur une liste en tant que député qui veut revenir à l'Assemblée nationale, moi, s'appuyer sa liste pour que leur parti politique ait une certaine majorité à l'Assemblée nationale, c'est que nous, on a l'intention de casser cette amnistie-là et de juger les faits. Parce que plus de 80 personnes ont été tuées au Sénégal, assassinées, je veux dire, au Sénégal pendant toute cette période-là. On a abusé de nos libertés. Moi, entre 2022 et 2024, je ne pouvais pas mettre les pieds au Sénégal. Je me rappelle 2022, avant de sortir de là-bas, je suis allé 4 fois à l'aéroport, 4 jours d'affilée. On me disait qu'il y avait un problème sur mon passeport. Et j'ai eu la chance de connaître le général à l'aéroport qui m'a fait sortir du pays. J'y suis pas retourné. J'y suis retourné pour l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, parce que nous avons gagné les élections. Ces choses-là ne peuvent pas rester impunies. On doit savoir qui a tué. Même avant d'amnistier, normalement, on sait qui a fait quoi. On avait déposé une plainte au niveau de la CPI. Et toutes ces choses-là seront ouvertes. Donc, ils sont à la recherche d'unité, de majorité à l'Assemblée nationale pour nous empêcher de casser cette amnistie qu'ils avaient votée avant de partir. Ça, nous les avons découverts parce qu'on nous avait dit que, alors, en déficit, nous étions à 7%, alors qu'en réalité, nous sommes à plus de 10%. Notre taux d'endettement, il nous avait dit qu'on était à 70% à peu près, alors qu'on se rend compte qu'on est à 86%. Donc, voilà ce que ces gens-là font. Et on ne sait pas comment le FMI ou la Banque mondiale a fait pour que ces choses-là leur échappent aussi. Oui. Et je voudrais ajouter que la note financière du Sénégal vient d'être dégradée par Modi. Elle n'est pas encore spéculative. Non, elle n'est pas pourrie, mais c'est très spéculatif comme notation. Mais, voilà. C'est bon, j'aimerais pas. Par rapport à Joël Fonco sur la question qu'a posée monsieur là. Oui. Il est membre du PASTEF aussi, le président. Il est membre du PASTEF, oui, parce que vous avez fait. D'ailleurs, il est entré en politique parce qu'Ousmane Sonko est un ami. Il l'a suivi en disant que je ne vais pas te laisser y aller tout seul. Quoi. Et y a-t-il deux positions différentes? Il n'y a jamais de position différente puisque les gens se concertent. Dans le passé, on se concertait beaucoup. Je suppose que c'est ce qui continue aussi dans le gouvernement. Ils se concertent beaucoup. Après, sur la manière de faire les choses, là, on peut toujours avoir, chacun peut avoir une certaine position. Donc, voilà. Pardon, un événement que j'ai oublié de signaler tout à l'heure. Marine Le Pen a été reçue par Macky Sall pendant qu'il était président. Et comment ça a été pris localement, je n'ai pas su, en tout cas officiellement, ce qu'on disait des partis, parce que là, on était déjà dans la période très, très compliquée des émeutes. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Macky Sall et Macron, mais à un moment donné, il y a
Non, et Macron d'abord. Parce Ouais. qu'à un moment donné, il y a une délégation qui est partie, une délégation de l'Élysée qui est partie rencontrer Ousmane Sonko sans demander Oui, son c'est vrai. aval à Macky, ni de l'avertir. Oui, oui, c'est vrai. Donc, on pense Mm. qu'il aurait reçu Marine Le Pen Mm. pour rendre le coup, tout Ok, simplement. d'accord. Après, il y a une histoire de financement qui a été évoquée à coups de milliards euh, pour Marine Le Pen. Donc, ça, il faut voir si c'est vrai, parce que je n'ai pas assez d'éléments, donc je ne pourrais pas l'affirmer. Voilà. Mais en somme, c'était pour répondre à, Mm. donner une réponse à Macron qui avait envoyé une délégation voir Ousmane Sonko sans avertir Macky Sall, donc il avait reçu Marine aussi. Mm. Mm. David, Bien. et après, conclusion. Merci. Alors, oui, en un mot, juste sur la question du terrorisme, Mm. je ne peux que vous conseiller le dernier dossier noir de l'association Survie par Raphaël Grandvaux, Oui. qui s'appelle Le vide sur le feu, Mm. et qui revient justement sur le discours sur le terrorisme qui a accompagné effectivement la très longue intervention française au Sahel. Par ailleurs, je voudrais aussi dire quand même mon admiration profonde pour les militants à la fois du PASTEF au Sénégal et, pour revenir un petit peu en arrière, du Balai citoyen Mm. au Burkina Faso. C'est un mouvement populaire extrêmement profond dans partie des mouvements liés à la musique, qui sont intéressés à des questions politiques locales d'abord au Burkina Faso. Ils sont venus à bout du pouvoir de Blaise Compaoré Mm. en 2017 au Burkina Faso. Et d'ailleurs, pour mémoire, Blaise Compaoré, le dictateur de l'époque, a échappé à la justice burkinabé parce que ce sont les militaires français qui, C'est vrai. en hélicoptère, ont Oui. extrait C'est vrai. Blaise Compaoré et l'ont déposé en Côte d'Ivoire, Oui. chez Alassane Ouattara. Et, et moi, j'aimerais aussi qu'on pose les questions à l'envers, c'est-à-dire que c'est très bien d'interroger effectivement les militants, les chefs d'État africains sur le franc CFA, sur les bases militaires. Il faut interroger les Français. Bah oui, C'est en notre nom que tout ça existe. absolument. Il faut interroger les Français. Il faut que ça devienne des questions politiques Mm. en France. Mm. Voilà. Et je pense que on est un certain nombre sans doute à avoir des amis politiques, sans doute plutôt à gauche. Mm. Il faut mettre ces questions-là sur le tapis. Mm. Voilà, il faut que ça devienne des questions du débat politique purement franco-français. Mm. C'est pas seulement une question africaine, c'est une question française. Voilà. Merci. Et je vais Ouais. On va donner la parole peut-être pour la conclusion aussi à Oui, Gilles. je voulais vous remercier pour vos interventions. Et aussi, je me permets juste de vous flécher vers des outils que Survie propose, qui sont accessibles en ligne et que vous pouvez aussi acheter en version physique ici. On a le petit guide de la France-Afrique qui résume un peu tout ce qu'on vient de se dire. Et l'ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Et voilà, il y a aussi juste une intervention de Sérine Sarr qui voulait interpeller le PASTEF aussi et le mettre en garde sur le fait de ne pas commettre les mêmes erreurs que le régime Macky Sall, notamment en matière de respect des droits, des libertés. Voilà.